Bonjour à vous, guerrières et guerriers, je suis Jascal le maître d'armes, et aujourd'hui, on va trancher dans le vif. L'arme ultime, ça n'existe pas, et si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous vous doutez de pourquoi. Et si c'est pas le cas, eh bien, allez regarder mes autres vidéos, qu'est-ce que vous attendez? Bref, avoir une arme qui réponde à toutes les situations de combat inimaginables, eh ben c'est impossible. Mais c'est quand même intéressant de se demander quelle arme pourrait répondre au plus de situations de combat possibles. Mais aujourd'hui, on ne va pas opposer deux armes, mais deux combinaisons d'armes. Alors selon vous, vaut-il mieux se battre avec une épée dans chaque main, ou alors avec une épée et un bouclier? Bon, bah, tiens, ça c'est curieux ça. Bon. Le livre 2 de la BD Tête de Chien, dis donc. Quelle chance. Et oui, chers épéistes, cette vidéo est en partenariat avec les éditions d'Argo. Et je suis super content parce que les éditions d'Argo commencent à être un partenaire régulier de cette chaîne. Et moi j'adore particulièrement les BD, je pense que c'est mon média préféré avec le cinéma. Et d'ailleurs, j'adore tellement ça que je suis en train d'en écrire une. Oui, je vous balance l'info comme ça. Vous vous rappelez certainement qu'il y a un an, j'avais parlé du tome 1 de cette BD. Eh bien, le tome 2 est déjà disponible depuis fin mai. Dans ce deuxième numéro d'une série pleine de rebondissements et d'humour se passant à la fin du XIIe siècle, nous continuons à suivre les aventures du trio de jeunes héros. Jeanne, la femme chevalier ultra talentueuse et badass, devant se cacher aux yeux des autres pour continuer d'exercer sa passion de combattante. Jocelyn, le noble chevalier au physique impressionnant qui est aussi son compagnon d'armes, luttant à ses côtés dans les différents tournois auxquels il participe et partageant son secret. Et Paulin, leur fidèle écuyer, qui d'ailleurs heureusement qu'il est là parce qu'il les sort de pas mal de situations. J'adore particulièrement cette série que je me serais de toute façon procurée même si les éditions d'Argo ne m'avaient pas contacté, car je trouve que ça réunit tout. De l'action bien dessinée et cohérente avec un fort côté shonen qui n'est pas pour me déplaire, des personnages qui nous impliquent beaucoup émotionnellement et évidemment une intrigue haletante, même surprenante en ce qui concerne le tome 2, et l'aspect historique qui, bien sûr, est la cerise sur le gâteau. Le tome 2 est d'ores et déjà disponible dans toutes les bonnes crèmeries, et si vous suivez ma chaîne, il y a très peu de chances que vous n'appréciez pas. Je vous mets évidemment tous les liens dans la description et je remercie les éditions d'Argo d'une fois de plus me faire confiance. En tout cas, pour cette réflexion, on n'est pas du tout au XIIe siècle, mais plutôt au XVIe, XVIIe. À une époque où les maîtres d'armes parlent de l'utilisation de la double épée. Je dis double épée, mais on parle bien sûr d'avoir une épée dans chaque main, c'est juste pour aller plus vite. Association d'armes excellente pour s'agiliter le corps et être aussi adroit de la main droite comme de la main gauche. Jaime Lannister aurait peut-être dû pratiquer ça. Cette association d'armes permet de répondre à tout un panel de situations en misant tout sur un potentiel d'attaque et de riposte assez conséquent. Et de l'autre côté, nous avons un bouclier type rondage, parce que oui, histoire de rester cohérent, j'ai choisi un bouclier qui était encore utilisé au XVIe, XVIIe siècle. Ça aurait été complètement con de faire la comparaison avec un bouclier viking par exemple. C'est un petit peu le dernier représentant de la famille des grands boucliers. En effet, avec l'arrivée des harnois complets, l'utilisation des boucliers était devenue un petit peu inutile, vu que tu l'as littéralement sur toi. Mais ceci dit, tout le monde ne portait pas une armure complète. Et en plus, à partir du XVIIe siècle, ça commençait à plus trop se faire. Donc la rondage était encore très pertinente à cette époque-là, que ce soit dans le milieu guerrier ou le milieu civil. En tout cas, c'est le premier type de ce genre de vidéo, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres idées. Encore une fois, je le répète, faut que ce soit cohérent au niveau temporel et géographique. Allez pas me sortir la Maquahuitl aztèque, je sais pas moi, contre le glaive romain. Mais bref, il est temps de s'intéresser au sujet de la vidéo. Quelle association d'armes est le mieux? Bon, déjà, on va s'attarder sur la théorie avant de passer à la pratique. Avoir une épée dans chaque main, comme je vous l'ai dit, c'est parfait pour avoir un bon potentiel d'attaque. On a une bonne portée, c'est facile de pouvoir harceler son adversaire avec un coup à droite et un coup à gauche. On a des possibilités de feinte qui sont assez appréciables, et mine de rien, on a quand même une très bonne défense. L'épée à la main gauche faisant office de dague, mais avec une plus longue portée, donc c'est vraiment pas mal. Après, c'est pas forcément le plus simple à maîtriser, mais quand on commence à prendre l'habitude, le champ des possibles est assez énorme. Avec une rondache, on a évidemment une meilleure défense. En tout cas sur le papier, parce que encore faut-il savoir s'en servir. Mais il est clair que les adversaires ont beaucoup moins de possibilités d'attaque, et ça fait une excellente arme pour mettre des coups de poing. Mais bon, ça c'est la théorie, mais j'ai quand même fait quelques tests. J'ai tout simplement testé chaque combinaison d'armes contre d'autres types d'adversaires qu'ils auraient pu rencontrer à cette époque. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de test contre des boucliers vikings ou des katanas japonais. J'ai donc éprouvé les deux styles de combat contre une épée longue, une épée seule, une lance, une épée bocle, et évidemment, l'une contre l'autre. En ce qui concerne la lance, c'est sûrement l'arme avec laquelle j'ai ressenti le plus de différence entre les deux. La difficulté d'affronter une arme d'as, c'est qu'il faut casser la distance pour pouvoir annuler son avantage. Si on reste trop attentiste et à la portée du fer, on va finir par se prendre un coup, c'est presque obligé.
Mais ça reste très périlleux et on a quand même de fortes chances de se prendre un coup dans l'exécution ou même de se faire bloquer par la hampe de l'adversaire s'il sait très bien s'en servir. Mais clairement, c'est un problème qui se compense très largement avec la rondache. Déjà, celui qui a la lance, il va avoir que très peu de possibilités d'attaque. Soit il va tenter de vous viser la jambe ou alors la tête ou votre bras droit. Pour se défendre au niveau de la jambe, c'est facile, il suffit de faire un retrait assez rapide, et pour le reste, il suffit tout simplement de décaler son bouclier. Mais là où celui-ci va vraiment être très pratique, c'est pour casser la distance. Si votre adversaire a la lance un peu haute, il suffit de se couvrir le haut de la tête avec son bouclier, se tasser et charger pour aller frapper aux jambes ou sur le côté. Si vous arrivez à passer sous sa lance, votre adversaire ne pourra quasiment rien faire. Évidemment, ça ne marche pas dans 100% des cas, mais ça c'est le cas dans n'importe quelle situation de combat. Mais j'ai trouvé que ce pattern était vraiment très efficace. Alors qu'avec une épée dans chaque main, c'était un peu compliqué, j'essayais de choper la lance pour la détourner avec mon épée à gauche pour pouvoir ensuite frapper à droite. Ça a pu marcher une ou deux fois, mais j'étais quand même beaucoup moins à l'aise. Donc pour le coup, en duel contre un lancier, je choisis clairement le bouclier. Une autre arme où cette fois-ci c'est totalement l'inverse, et j'ai pas vraiment réussi à me fixer sur un choix, parce que je trouvais que les deux combinaisons m'apportaient des avantages et des inconvénients. C'est contre l'épée longue. En effet, celle-ci a le même avantage que la lance avec une très bonne portée. Sauf que l'avantage par rapport à une lance, c'est que les possibilités d'action sont bien plus nombreuses. Donc il ne suffit pas de se couvrir avec son bouclier et passer sous la lame de l'adversaire pour l'avoir, parce que il va avoir beaucoup plus de chances qu'avec une lance de vous contrer. J'ai tenté 2-3 fois, ça a plus ou moins marché, mais en général ça terminait au moins sur une double. Bref, pas terrible. En revanche, je me sentais beaucoup moins en difficulté quand j'avais une épée dans chaque main contre l'épée longue plutôt que contre la lance. Mais après, j'avais pas non plus l'impression d'avoir un énorme avantage sur mon adversaire. Sauf dès que je me suis mis à essayer de faire des feintes, là ça marchait quand même beaucoup mieux. Et ça c'est une chose que je ne pouvais pas spécialement faire avec le bouclier. Et en plus avec une épée dans chaque main, je peux faire des feintes assez rapides pour que mon adversaire ne puisse pas compenser le retard. Et l'avantage, c'est que mon autre épée est déjà bien placée pour pouvoir me protéger d'une riposte. Donc finalement, en vous en parlant, je dirais qu'il y a quand même un léger avantage pour la double épée. Mais avec un bouclier, on est quand même pas trop mal non plus. Mais bon, allez, je donne le point à la double épée, ça fait un partout. Bon par contre, contre l'épée seule et l'épée bocle, là pour moi, le résultat il est sans appel. J'étais bien plus à l'aise avec une épée dans chaque main qu'avec le bouclier. Et je pense que c'est pour plusieurs raisons. En fait, là où le bouclier a un net avantage, c'est contre une arme avec plus de portée que ce que j'ai. Parce que je peux mieux me protéger, je peux mieux casser la distance comme je vous l'expliquais, donc ça compense un petit peu ce désavantage. Mais en fait, contre l'épée bocle et l'épée seule, alors j'ai senti que les adversaires pouvaient beaucoup moins facilement me toucher, mais moi j'avais pas l'impression de pouvoir mieux les toucher. Et ça c'est quand même important. Alors qu'avec une épée dans chaque main, déjà je sentais que je pouvais bien mieux me protéger, et en plus, je pouvais beaucoup plus toucher. Il suffisait encore une fois d'enchaîner des petites feintes, d'alterner avec l'épée à droite et l'épée à gauche, et en général, les adversaires étaient un petit peu débordés par les attaques. Bon alors avec une épée seule, encore plus qu'avec l'épée bocle. Bon évidemment, je me suis quand même fait toucher quelques fois, mais je me suis senti bien plus à l'aise et je sentais que j'avais vraiment un net avantage sur mes adversaires. Donc là, pour le coup, contre ces deux armes, clairement, pour moi, c'est la double épée. Donc on en est à 3-1, ça commence à être chaud. Alors j'ai pas donné mon avis sur ce que donnait la double épée contre l'épée bouclier, mais avant, on va parler de deux cas que j'ai laissés à la théorie. En effet, il y a quand même une situation que je ne pouvais pas tester pour des raisons de sécurité, mais où le bouclier est incontestablement mieux que la double épée. C'est contre les porteurs de Montante, la fameuse grande épée à deux mains. Et même les maîtres d'armes ibériques et italiens en parlent. Alors ils disent que le porteur de bouclier doit quand même être vaillant et courageux pour aller encaisser les coups de la grande épée à deux mains, mais ça reste l'arme, ou en tout cas en duel contre un mec comme ça, où on peut le mieux s'en sortir. Alors qu'avec une épée dans chaque main, ça nous avantage pas plus que ça, parce que c'est pas ça qui va nous protéger des énormes coups de la Montante. Donc si on en croit les maîtres d'armes et même quelques pratiquants avec qui j'ai échangé, là on peut donner un point à l'épée bouclier. Ça fait 3-2. Sauf qu'il y a un autre cas théorique que je n'ai pas fait tout simplement parce qu'on en parle déjà dans d'autres vidéos, c'est quand on a une épée dans chaque main contre deux adversaires. Encore une fois pareil, les maîtres d'armes en parlent et pour eux c'est certainement la meilleure combinaison d'armes avec bien sûr la grande épée à deux mains qui est clairement faite pour ça. Alors certes le bouclier peut être un peu avantageux pour se protéger des coups d'un adversaire pendant qu'on essaie de s'occuper de l'autre, mais sauf qu'avoir une épée dans chaque main va permettre de mieux les gérer et pouvoir même les attaquer presque en même temps. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça c'est un truc qu'on a évoqué dans la vidéo sur le combat 1 versus plusieurs, et même sur la vidéo consacrée au maniement de la double épée. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Mais qu'est-ce que ça donne si on les départage l'une contre l'autre? Et là, vu que c'est un affrontement direct, ça sera 2 points pour celui qui gagne. J'ai évidemment fait le test en inversant les rôles à chaque fois, et selon moi, je trouve qu'on a bien plus d'avantages d'avoir une épée dans chaque main contre quelqu'un qui a un bouclier
plutôt que l'inverse. Et au final, c'est pour exactement les mêmes raisons que j'évoque depuis le début de la vidéo. Certes, c'est plus difficile d'atteindre quelqu'un qui a un bouclier, mais la grande diversité des angles d'attaque qu'on a avec 2 épées permet largement de compenser l'avantage défensif de l'adversaire. Même si sur le papier, pendant les combats, les différentes touches qu'on s'est données n'étaient pas extraordinaires, je me suis senti quand même bien plus à l'aise avec une épée dans chaque main. Je me sentais moins coincé, j'avais l'impression d'avoir plus de solutions à ma portée. Alors qu'avec le bouclier, face aux 2 épées, je savais pas trop quoi faire, hein, j'étais un peu bloqué quand même. Bon après, évidemment, il y a des biais à tout ça. Je suis certainement de base bien plus à l'aise dans le maniement de 2 épées plutôt que l'épée bouclier. Mais après, je me suis pas spécialement plus entraîné avec l'un et l'autre, donc naturellement c'est ce qui venait, donc c'est peut-être qu'une vérité pour moi, et si ça se trouve avec quelqu'un d'autre, ça serait l'inverse. Mais bon, c'était quand même aussi le cas pour mon adversaire qui a testé les deux, donc bon, si on s'en contente de 2 points, ça fait encore 2 points bonus pour la double épée, on en est à 6-2. Hein. Bah bref, sans parler de comptage de points, parce que ça c'est pour l'entertainment, comme on dit. Si on écoute vraiment mon discours et ce que je ressors du maniement de ces 2 combinaisons d'armes, je pense qu'il est clairement plus avantageux d'avoir une épée dans chaque main plutôt qu'une épée bouclier. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, mais on n'y pense jamais assez, pour le transport, c'est quand même bien plus simple de ranger 2 épées plutôt qu'un putain de bouclier. On peut à la limite le mettre dans le dos, mais c'est quand même assez lourd et on ressemble à une tortue ninja, mais qu'au plus quoi. En tout cas, voici mon avis sur cette opposition. La double épée gagne. Mais si vous avez les moyens, vous, de faire les tests, si vous êtes pratiquant d'AMHE ou autre art martial médiéval, je vous invite à me faire savoir en commentaire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, ou au contraire si vous êtes d'accord, ou peut-être un peu plus nuancé, je suis vraiment curieux de savoir. Parce que bon, même s'il y a quelques points concrets où c'est difficile de débattre, ça reste quand même un point de vue assez subjectif. Donc voilà, en tout cas, on aura bien tranché dans le vif, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, vous connaissez la procédure et n'hésitez surtout pas à vous abonner, la chaîne en a grave besoin en ce moment, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je remercie évidemment les éditions d'Argo de me faire confiance une fois de plus, et bon, si vous adorez les BD épiques et vraiment bien dessinés, je vous invite vraiment à vous procurer cet tome. En tout cas, chers guerrières et guerriers, en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, sa mère. Et c'est que le début de l'été, je vais certainement chier.